Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui nous allons avoir une nouvelle interview. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier. La chaîne a eu 5 ans le 17 octobre dernier. Je n'ai pas eu le temps de faire encore une petite fête, mais ça viendra. Je ferai sans doute gagner des lots, je ferai peut-être un live autre que live Twitch. Je vais réfléchir à tout ça, mais pour l'instant je suis extrêmement prise car j'ai une autre activité qui me prend pas mal de temps. Et du coup voilà, ça va venir, on va fêter ça tous ensemble. Mais ce sera pas pour tout de suite. Je vous remercie en tout cas d'être là depuis, pour certains depuis le début. Vous faites partie de mes tout premiers abonnés. Pour les plus récents, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous installer, à regarder aussi toutes les anciennes vidéos, il y en a pas mal, sur beaucoup de sujets qu'on a pu aborder. Et voilà, mais on va fêter ça, rassurez-vous, ça arrivera sans doute et très certainement en décembre. Je vous tiendrai au courant. Peut-être qu'on fera un big truc genre Noël et les 5 ans de Click. En tout cas, merci beaucoup à tous. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, eh bien, aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un artiste visuel qui s'appelle Sandre. Je vais vous laisser découvrir son travail. Je tiens avant tout à faire un trigger warning. S'il y a des personnes qui sont sensibles sur le sujet du sang, peut-être, voilà, il y a des moments où ça va être un petit peu difficile, donc voilà. Je préfère poser un trigger warning pour le sang et agression aussi. Voilà. Au moins c'est posé, vous le savez, et comme ça vous savez si vous êtes en capacité de regarder l'interview ou pas. Sachez que ça s'est très bien passé, Sandre va bien, mais voilà. Je vous laisse découvrir son travail. N'oubliez pas surtout que je suis en partenariat avec Labo1000. Toutes les photos que vous allez pouvoir découvrir, alors pas sur cette interview là, mais toutes les photos que vous allez découvrir sur internet, sur Instagram et sur les prochaines vidéos YouTube, ce sont des photos qui ont été développées et scannées par Labo1000. N'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à envoyer vos photos, vos pellicules à développer. N'oubliez pas le code Click Argentique qui vous permet d'avoir des réductions ou des cadeaux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Allez, c'est parti! Ça te dérange pas si j'ai mes lunettes? Non, ça va. Parce que je suis un peu sensible à la lumière, du coup. Du coup, voilà. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Merci d'avoir accepté l'interview. Donc du coup, je t'explique comment ça se passe. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci, ça te laisse le temps de manger. Comme je te l'ai dit en off, oui. Donc généralement c'est une discussion, on va simplement discuter, laisser les sujets venir à nous, pardon. On commence juste par peut-être une petite présentation, puis ensuite on va parler de ton travail, de toi. Moi, ça peut arriver que je parle de moi, mais c'est pas, enfin, ça va être dans la discussion, quoi. Ça marche. Voilà. Est-ce que c'est OK pour toi? Je ne publie rien sans ton accord. Je t'enverrai forcément le montage une fois qu'il sera fait. J'ai du retard, voilà, sache-le. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais ce sera forcément publié avec ton accord une fois que tout sera OK. S'il y a des parties à un moment que tu veux pas que je mette dans le montage, on peut le dire oralement, sinon on pourra le dire plus tard, il n'y a pas de souci. C'est déjà arrivé et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça marche, super. Voilà. Je vais mettre de l'eau parce que... Pas de souci. Je vais boire ton petit thé maison. Pour les micros, il n'y a rien à faire, c'est bon, ça marche? Non, normalement il est allumé. Okay. Il est connecté directement au Wi-Fi, donc c'est trop bien. Incroyable, franchement. Donc si tu veux commencer peut-être par te présenter. Je vais voir mon... Pas de souci, pas de souci. J'ai fait le mauvais move de manger un cookie. Vous allez peut-être entendre des poules, parce qu'en fait il y a des poules. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Du coup, je vais me présenter, je vais commencer. Donc je m'appelle Sandre, je suis un artiste visuel stéphanois, enfin, j'habite à Saint-Étienne
Et du coup, je fais de la photographie expérimentale, donc c'est une partie de la photographie conceptuelle. Et aussi, en termes d'autres pratiques, je fais de la céramique et de la vidéo. Donc en gros, 3 médiums complémentaires que j'articule dans différents projets, en fait, selon ce que je vais traiter, etc. Ok. C'est super. Oui. Il y a beaucoup de choses à raconter, du coup. Ouais, oui, c'est clair. Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, pour commencer ton parcours ? Oui, bien sûr. Bah après, moi j'ai un parcours qui est pas, enfin, comme d'autres, hein, mais j'ai pas fait d'école d'art. Donc je viens pas ni d'école d'art ni d'école photo. Donc je suis autodidacte dans mes pratiques. Et du coup, je viens des sciences à la base. J'ai fait une école d'ingénieur et un master d'écologie. Maintenant, ça remonte un peu, ça date de 2015. Donc j'ai bossé dans le milieu, en écologie pendant plusieurs années. Et je pense qu'il y a, surtout maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent. Et moi, de mon côté, ça a été un cheminement de se rendre compte que le métier dans lequel j'évoluais ne me convenait pas pour plein de raisons. Donc prendre la décision de changer une première fois. Et du coup, je me suis reconvertie dans le milieu de la médiation culturelle. D'accord. J'ai bossé dedans pendant 7 ans, environ 6 ans et quelques. Et suite à ça, suite à la médiation, j'ai continué en fait à avoir une pratique artistique et à développer des projets. Et en fait, il y a un moment où ça a pris beaucoup trop de place dans ma vie, c'est-à-dire que le soir, je faisais que ça, le week-end, je faisais que ça, donc j'avais plus de temps libre du tout. Et donc là, j'ai pris la décision de totalement m'y consacrer de façon professionnelle, donc vraiment d'arrêter mon travail de médiation et du coup avoir vraiment une activité artistique à temps plein, en sachant que pour moi, ce que je considère aussi artistique, c'est la transmission. Donc pour moi, il n'y a pas que le fait de produire des pièces ou des images ou autre chose, c'est aussi comment est-ce qu'on va en parler, comment est-ce qu'on peut enseigner sa pratique à d'autres. Et donc pour moi, ça fait partie de l'ensemble. Donc voilà où j'en suis. Et après, en termes de comment je suis venue à la photographie, j'ai pas du tout fait de photo depuis que j'avais 3 ans et demi, pas du tout. La photo, pendant longtemps, j'en faisais pas du tout. Vraiment zéro. Parce que j'ai aucune affinité avec le numérique, ça me parle absolument pas. Et j'ai du coup pendant longtemps fait du dessin académique, donc j'allais dans des ateliers pour apprendre à dessiner, ce qui a été super, mais en même temps une très grande frustration parce que je suis pas super bon, je pense, de base. Donc j'ai mis énormément d'années à avoir un niveau correct en dessin. Et c'est quand j'ai commencé à avoir un niveau correct en dessin que je me suis un peu ouverte à d'autres pratiques. Et entre autres sur Instagram, j'ai vu passer des cyanotypes en images et ça m'a tout de suite fasciné en fait, le cyan, le bleu, ce bleu-là. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était, est-ce que je pouvais essayer, etc. Et il y avait un atelier, je pense que c'était il y a 4 ans, à Lyon, donné par Émilie Carrasco sur Instagram, je ne sais plus son nom de famille. Et du coup, qui faisait l'initiation du cyanotype. Et du coup, j'ai fait cet atelier et ça a été vraiment le point de départ pour la photo. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est les pratiques alternatives et l'utilisation de la lumière sur différents supports. Et ça a été vraiment un point clivant. À partir de là, je me suis intéressée à tout le reste. Donc, après cyanotype, j'ai fait du chimigramme. J'ai commencé à faire du coup dans mes toilettes, parce que j'avais pas de labo photo ou quoi que ce soit. Donc, j'étais dans mes toilettes, c'est la seule pièce sans fenêtre. Et je faisais du chimigramme, je faisais aussi les premiers lumens, donc c'est sans développer le papier, juste en exposant le papier photo à la lumière. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un chimigramme ? Oui, bien sûr. Par exemple, moi je ne sais pas ce que c'est. Chimigramme, ça a été, du coup c'est une technique en photographie expérimentale qui vient de Pierre Cordier, il me semble, dans les années 50-60. Et en fait, c'est simplement, en gros, c'est une recherche sur comment créer des effets sur le papier photo, mais qui sont une interaction entre la lumière, la chimie argentique et des matières qu'on va mettre sur le papier. Donc, par exemple, on peut faire du chimigramme, on prend un papier photo qu'on utilise en argentique classiquement, on va mettre du scotch dessus. D'accord. Et ensuite, on va le mettre dans du révélateur. Et donc, tout ce qui va être touché par le révélateur va noircir. Et tout ce qui va être en réserve va soit diffuser lentement, donc il va y avoir de la diffusion du révélateur dedans, soit ça va rester tel quel avec le scotch.
Et ensuite, on peut mettre dans le fixateur et là, ça va blanchir des zones, etc. Et donc tu retires le scotch après, par exemple? Ouais, c'est ça. Tu retires le scotch. Et donc ça, c'est un exemple avec du scotch, mais en vrai, tu peux aussi utiliser de l'huile. En gros, tout ce que tu peux mettre sur le support du papier photo. Donc ça peut être de l'huile, ça peut être de la lessive, ça peut être du lait. Et tout ce qui va créer une interaction. C'est comme si tu mets des liquides qui sont hydrophables, qui sont gras, ça va du coup pas se mélanger avec le révélateur et ça va créer des zones de réserve et du coup des effets sur l'image. Tu peux aussi plier le papier. Donc c'est un peu toutes ces façons de voir le support, mais comme un support qui va recevoir une chimie et qui va interagir avec. Et l'humaine? Et l'humaine, c'est du coup, ça c'est quelque chose qui avait été remarqué assez tôt dans la photographie. C'est que quand on mettait un papier à la lumière du soleil, sans le développer quoi que ce soit, il changeait de couleur. Et donc selon le type de papier, selon le fabricant, il y a différents coloris entre guillemets. Ça va du rose au violet. Oui. C'est ça. Je connais bien. Et du coup, ça a été vraiment très tôt remarqué. Cet effet-là, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas de scanner, on n'avait pas d'appareil numérique. Et du coup, ça n'a pas forcément été plus cherché que ça. Et maintenant, oui, il y a toute une partie dans la photographie expérimentale où du coup, les gens utilisent des végétaux, mais pas que, aussi des négatifs. Et ils les exposent avec la lumière du soleil sous verre. Et du coup, ensuite, ça peut être des temps d'exposition très longs avec des végétaux. Ça peut être une journée, par exemple, entière. Et du coup, selon le type de papier, il va y avoir des effets de couleurs et de lumière qui vont se faire dessus, qui fait qu'on aura une image qui est très différente de ce qu'on peut avoir en photogramme et ce qu'on peut avoir en cyanotype, donc ça crée d'autres choses, d'autres images. Je pratique énormément, là je suis un peu en pause, mais je pratique beaucoup la solargraphie. Oui. Donc j'en ai fait une édition. Donc c'est un peu différent, mais c'est intéressant. Du coup, je savais pas que ça s'appelait l'humaine. Cette pratique-là. C'est chouette. Donc il y a énormément de choses, il y a tellement de choses à parler en fait. Donc c'est super chouette. Vraiment, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'interview parce que c'est un type de pratique, si tu veux, que j'ai jamais pu réellement présenter sur la chaîne. J'ai souvent rencontré plutôt des photographes, je vais pas dire classiques, pas du tout, parce qu'il y a Aurélie Redron par exemple que tu dois connaître, qu'on a fait une interview je crois de 3 heures, j'ai dû faire 2 épisodes parce qu'on n'arrêtait pas de parler, on pouvait pas s'arrêter, mais généralement c'est des pratiques photographiques avec un appareil. Du coup je trouve ça super chouette de pouvoir rencontrer des personnes qui ont des pratiques qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un appareil photo. Donc c'est chouette. Merci à toi, ça me fait plaisir de pouvoir participer au corpus des interviews. Oui, ça me paraît important, surtout que moi c'est vrai que là je suis beaucoup plus dans une recherche de représentation des femmes ou des personnes queer, parce que les hommes ils ont déjà une très bonne visibilité. Donc voilà, et c'est vrai que c'est difficile parfois de trouver. Moi je sais que j'aimerais pouvoir aller rencontrer d'autres personnes, tu vois, plus loin, mais c'est pas forcément. Je suis pas financée. Tu vois, par exemple, je peux pas te rémunérer pour ce temps-là. Je me rémunère pas, donc c'est toujours un peu délicat. Enfin voilà. Bref, j'ai divagué, mais du coup c'était simplement pour dire merci. Est-ce que tu as, j'imagine que derrière toutes ces techniques que tu as pu découvrir au fil du temps, il y a une démarche et des projets qui se construisent en fonction de volonté, de messages que tu veux faire passer ou de choses que tu as vécues, que tu veux transmettre à travers un médium. Voilà, si tu veux nous en parler un peu. Oui, bien sûr. Du coup, oui, sur les techniques, c'est vrai que j'ai commencé avec que des techniques sans appareil photo. Et c'est toujours quelque chose qui m'anime. Ensuite, j'ai fait bien sûr du sténopé. Donc j'ai fait mes sténopés canettes, etc., différents types. Et ensuite, j'ai renoué avec le 135, donc 35 mm.
Et en commençant par tout simplement il y a des papillons qui volent, Oui. c'est trop beau. En commençant, oui, par tout bête, hein, du jetable, parce que c'était ce que je faisais quand j'étais enfant, ou du moins ado. Mes parents ils me prenaient un jetable pour les vacances, et du coup, je voulais renouer avec ça. Donc j'ai commencé juste en achetant un, parce que je sais que c'est pas du tout... mais j'avais besoin de me re-ancrer en fait, dans un peu une pratique plutôt libre, où je ne vais pas réfléchir la composition de 1000 ans, où je ne peux pas changer l'ouverture, je ne peux pas changer les vitesses. J'avais besoin en fait de ce rapport hyper spontané, c'est peut-être pas les bons mots, mais en tout cas qui essaye d'être un peu naïf aussi avec le monde. Et donc j'ai fait ça un été. J'avais mon jetable et je mettais le flash à chaque fois. Et je prenais des trucs en photo en essayant d'espérer que c'était pas trop flou. Et ce que j'ai fait à la fin de cet été, c'est que j'ai mis la pellicule donc j'étais en Corse, c'était la première fois que j'allais en Corse. Et c'était mes premières vacances où j'étais seule aussi. C'était la première fois que je faisais ça. Donc beaucoup de premières fois, et j'avais du coup pris la pellicule et je l'ai mise dans de l'eau de mer de la plage où j'étais en fait. Et après exposition ouais, après exposition. Ok, d'accord. Okay. Et toutes les plantes que j'ai trouvées sur ce que j'allais en vélo au bord de la mer, et du coup il y avait des plantes. Et donc j'ai mis des fleurs de laurier, ce genre de choses, dans l'eau de mer, et j'ai mis ma pellicule. Et ensuite je l'ai laissée, je crois, une journée, je sais plus. Et du coup, ensuite, je l'ai développé, je l'ai fait sécher. Donc, je l'ai laissé sécher pendant 3 semaines, 4 semaines. Et ensuite, je l'ai développé. Du coup, c'était mon tout premier développement de pellicule en C41. Donc, il se trouve que suite à cet été-là, je me suis inscrite sur le club photo de Saint-Étienne. D'accord. Et ils ont un labo argentique qui est super chouette. Et aussi des personnes qui savent utiliser. Et donc moi j'ai été formée par quelqu'un du club photo, donc Rara, qui m'a formée à la chimie C41, et c'est comme ça que j'ai pu commencer à développer de la couleur. Et ma première péloche c'était celle-là qui a été mise dans de l'eau de mer. Et ça a été vraiment le début pour moi, parce que cette pellicule, il n'y a rien de prétentieux dans les images. Bien sûr, il y a plein de trucs flous, etc. Il y a des trucs que j'ai pris de nuit en flash. Mais en fait, l'effet de l'eau de mer et des plantes, et aussi j'ai mis des algues, tout ça, ça a vraiment créé des changements dans la pellicule. Donc comme on est en couleur, donc en gros, l'eau de mer et son pH, la salinité, etc. va créer des choses, mais aussi tout ce qui peut avoir un peu plus d'organique peut jouer sur la pellicule. Parce que du coup, la pellicule, il y a de la gélatine. Et la gélatine, ça peut être un milieu pour tout ce qui est bactérien. Et donc, je me suis retrouvée avec des images par exemple, une de nuit où on voit juste un peu une plante. Et en fait, dans le noir de la nuit, il y a plein de petits points roses et verts. Et c'est hyper habité, en fait, par toutes ces formes. Et ça m'a beaucoup plu, en fait, de travailler sur le film soupe, du coup, cette technique d'altérer sa pellicule. Et j'ai commencé à l'utiliser dans des projets. Donc le premier projet que j'ai fait suite à cet été-là, une première série, s'appelle Métamorphique. C'est une série qui est autour des terrils, les crassiers stéphanois. Donc les terrils, c'est en gros à Saint-Étienne, il y a eu 6 siècles d'exploitation minière. Et donc pendant ces 6 siècles, il y a eu plein de vestiges en fait dans la ville de cette industrie. Et entre autres, il y a des reliefs. Donc c'est vraiment des collines dans la ville qu'on voit très très bien. Et c'est des tas de roches qui ont été extraites en même temps que le charbon, mais qui n'étaient pas d'intérêt pour l'industrie minière. Donc ils voulaient vraiment que du charbon, ils ne voulaient pas des schistes et des grès. Donc ils ont empilé tout ce qui était schiste et grès. Et donc les terrils, c'est ces reliefs, Et moi j'habite dans le quartier des terrils, donc je sais qu'ils sont juste là-bas. Ok, d'accord. Donc Métamorphique, c'est une série qui part vraiment de l'idée de collaborer avec l'environnement. Donc je l'ai mentionné, je viens d'un parcours d'écologie. Et en fait, pendant longtemps, je me suis demandé comment est-ce que je peux avoir une pratique où, au lieu de... comment en fait un écosystème, au lieu d'aller faire des relevés, par exemple voir quelle plante il y a, prendre l'eau, prendre le sol, et ensuite on tire des données, des chiffres, et on va évaluer un écosystème. Au lieu de faire ça, comment est-ce que je peux
développer une pratique artistique qui va se baser sur des éléments de l'écosystème. Mais là, on ne va pas produire des chiffres, on va produire des images ou de la vidéo. Enfin, on va faire quelque chose de visuel. Du coup, c'était vraiment la base de l'idée, c'est de collaborer avec les terrils. Okay. Donc en gros, chaque image de la série, elle a été soit totalement produite par l'environnement des terrils, soit altérée. Donc pour altérer, effectivement, j'ai mis les pellicules dans de l'eau de pluie, du sol ramassé sur les terrils, des plantes ramassées. J'ai pu enterrer les pellicules dans le terril directement. Donc j'ai aussi fait des pellicules qui n'ont pas du tout été exposées et qui ont juste été mises dans de l'eau de pluie, du sol, de façon à vraiment avoir l'impact de la chimie du milieu sur la pellicule. Alors excuse-moi, ouais. Tu veux dire qu'il y a certaines de tes pellicules par exemple que tu as enterrées dans les terrils et que tu es venu chercher beaucoup plus tard? Comme ça, elles ont pris la pluie et tout ça. Ouais, alors pas tant tard que ça, parce que du coup, ces pellicules-là, j'avais déjà exposé. J'avais fait des panoramiques des terrils. Et dans ce projet métamorphique, il y a vraiment l'idée d'aller... on ne parle pas du passé, ça ne m'intéresse pas en fait de savoir... Enfin, bien sûr, c'est lié à la mine, mais l'idée, c'est vraiment de parler des terrils en tant que tels et de ce qu'ils deviennent et de comment ils ont été évolués en fait depuis les années 70. Parce que quand il y a eu la fermeture du puits Couriot, environ dans les années 70, ils ont été abandonnés tels quels. Il y a eu 2 campagnes de végétalisation. Et ensuite, les plantes ont progressivement continué à monter sur les pentes jusqu'à atteindre quasiment le sommet. Et donc par exemple, quand j'ai pris les photos en panoramique, je ne vais jamais prendre les photos des bâtiments de la mine, ça ne m'intéresse pas. Toujours être derrière, je ne vais jamais prendre d'être humain non plus, c'est vraiment, on parle du milieu en lui-même. Et donc pour les enterrer, j'avais pris ces panoramiques qui m'intéressaient de vue. Et ensuite, j'ai ma pellicule, du coup c'est tout en 35 mm, donc je l'ai sortie de l'appareil. Et j'avais repéré des zones au sommet du terril où il y avait des fumerolles, donc c'est des fumées qui sortent. Donc il faut savoir que ces terrils-là, ces crassiers, à l'époque, quand ils ont extrait, donc ils enlevaient tout le charbon, mais comme ils triaient à la main, donc c'était des femmes qui s'occupaient, des clapeuses qui s'occupaient de trier le charbon des autres roches, comme c'était fait à la main, il reste toujours des tout petits bouts de charbon qui ont en fait été entassés dans le terril, et ce qui fait qu'ils sont extrêmement chauds. Donc à l'intérieur du terril, il y a plus de 1000 degrés. Et pour ça qu'on voit de la fumée qui peut en sortir au sommet. Et du coup, ils sont en fait en train de brûler constamment. Ils brûlent à feu doux, et c'est pour ça aussi que les roches qui les constituent, les schistes et les grès, au fur et à mesure du temps, ils ont changé de couleur. Donc au début, ils étaient plutôt dans les gris noirs, et maintenant on a vraiment une partie très rouge, rousse. Donc ça, c'est à cause de la cuisson au feu doux. Ça s'affaisse pas du coup avec le temps? Ouais, si ça s'affaisse aussi. C'est pour ça qu'ils ont voulu végétaliser, pour que maintenir les pentes, parce qu'il y avait le risque effectivement que ça s'affaisse sur les habitations qu'il y avait déjà à l'époque. Mais du coup, voilà, en enterrant, je savais qu'il y avait une chaleur inhérente à ce qui constitue le terril. Donc je savais que j'allais pas pouvoir enterrer pendant 2 mois, quoi. J'avais fait un premier test en prenant un bout de pellicule et en enterrant dans l'endroit que j'avais repéré. Et sur une semaine, il restait plus rien. Donc il y avait que le plastique, que l'acétate. Il n'y avait plus de gélatine, il n'y avait plus rien. Donc je savais que c'était moins. Et du coup, en faisant d'autres tests, je suis partie finalement sur une journée. Et effectivement, c'était un jour où il y avait plus... Alors je sais plus si c'était la veille ou le lendemain, mais en tout cas, j'ai enterré. Je savais qu'il y aurait de l'eau qui allait s'infiltrer aussi. Donc dans tous les cas, quand j'enterre pas, je sors pas la pellicule de sa canette, quoi. J'enterre telle quelle. Parce qu'en fait, on a une petite fente, là où il y a le début de la pellicule. Et cette fente, elle permet à ce que tous les liquides rentrent à l'intérieur. Du coup, j'ai fait comme ça. Le lendemain, je suis allée chercher, je suis remontée, je suis allée chercher ma pellicule. Et ensuite, j'ai laissé sécher pendant 1 mois et ensuite j'ai développé. Et là, ça a fait, de par la chaleur du crassier, ça a créé ce qu'on appelle un phénomène de réticulation sur la pellicule. Donc la réticulation, c'est normalement considéré comme un défaut. Quand on développe, c'est quand on fait un trop gros écart de température. C'est les cristaux d'argent qui vont se rétracter et former un réseau sur l'image. Mais là, c'est dû à ce qui s'est passé dans le terril, dans le crassier, ce que j'ai développé normalement. Et donc ça crée sur toute l'image, il y a vraiment ce réseau de cristaux d'argent qui s'est vraiment formé, et ça crée vraiment des trames
Et il y a aussi des trous. Ça donne l'impression en fait que la gélatine elle se décolle dans les images. Complètement. Il y a des zones où elle s'enlève et moi quand j'ai développé la sensation, quand je l'ai sortie, la pellicule, et quand je l'ai mise en spire, j'avais pas du tout la même sensation que sur d'autres pellicules. J'avais l'impression que c'était... alors bien sûr, tout est relatif, mais qu'il y avait un truc un peu vivant, un peu organique, que c'était plus épais en fait. C'était pas comme d'habitude, il y avait une épaisseur qui était pas là. Et voilà, pour enterrer. Ce qui est extrêmement amusant pour moi de t'écouter, c'est que en fait, je fais du film soupe aussi. Oui. Mais après, c'est peut-être plus mon approche. Enfin, moi, je travaille pas mal sur quand je prends le temps. Tout mon travail se base autour de la mémoire et du souvenir. Le souvenir qui s'altère avec le temps, voilà, enfin, tout ça. Et du coup, le film soupe, moi, je l'altère avant l'exposition. En fait, je fais mon film soupe avant l'exposition. Et ce que je trouve très amusant, c'est que toi, tu le fais après. Moi, je fais les deux. Est-ce que c'est volontaire, du coup, de le faire après ou Ouais, je fais les deux sur une autre série, la plus récente, Minuit brûle. Je l'ai fait avant aussi. Mais le faire après... moi, dans ce projet, en tout cas dans Métamorphique, je l'avais plutôt vu comme ça, que j'avais vraiment l'idée de collaborer en gros en tant que photographe ou artiste, au lieu de se positionner dans une posture où on va tout choisir. Donc le jour où on va prendre les photos, le moment de la journée, le cadrage, ce qu'on va mettre dans le cadre, etc. Donc au lieu d'être sur quelque chose comme ça, où une photographie de paysage est assez figée, là, je voulais que ce soit quelque chose où il y ait vraiment un apport des terrils sur les images. Et donc, il y a eu un peu, entre guillemets, ma partie. Donc, ma partie, c'est prendre les images. Et avant qu'elles soient développées, je voulais qu'elles soient, du coup, modifiées par l'écosystème où je les ai prises. Okay. Et du coup, ça crée vraiment une synergie entre les deux. Et ces images, du coup, pour moi, leur forme, c'est vraiment la forme scannée, enfin, du moins après développement, parce que c'est vraiment l'impact de ce milieu sur ce qui s'est passé. Et sur ce que j'ai pris en photo, si j'avais été autre part, j'aurais pas du tout eu les mêmes images. D'accord. Donc pour moi, c'était important de le faire comme ça. Et sur un autre projet, j'ai pu faire avant, mais parce que dans cet autre projet, j'avais envie que la lumière passe à travers l'altération. Alors que là, c'était pas dans Métamorphique, c'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment qu'il y ait des temps un peu séparés. Et qu'il y ait cette idée de l'environnement qui intervient sur sa propre image. Ou du moins la chimie du milieu qui intervient dessus. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler d'un autre projet du coup ? Oui, bien sûr. Du coup, ma deuxième série qui est toujours en cours depuis 1 an s'appelle Minuit brûle. Donc c'est une série qui parle de... J'ai pas encore exactement mes mots dessus parce qu'elle est toujours en cours et ça me travaille pas mal. Et j'en ai beaucoup parlé. La semaine dernière, j'étais à Arles et j'ai énormément parlé de cette série. D'accord. Et du coup, elle parle d'un vécu personnel, mais je pense qu'elle parle aussi plus globalement du sentiment de colère, de rage et des relations de pouvoir, et du moins le sentiment de pouvoir qu'on peut avoir ou qu'on peut subir. Du coup, en 2015, j'ai été agressée dans la rue à Bordeaux, parce qu'on m'a identifiée comme lesbienne. Et quand je suis allée porter plainte au commissariat, 1 jour après ou 2 jours après, le policier m'a dit que si c'était arrivé, c'était parce que c'est à cause de la pleine lune. Parce que du coup, réellement dit ça? Oui, bien sûr, ouais. Parce que selon lui, ça donnait... c'était l'été, c'était juin, je suis sortie de nuit. Et du coup, c'était la pleine lune, donc les gens étaient plus excités. Et donc, en gros, il ne faut pas sortir si en été, il fait chaud et qu'il y a la pleine lune. Ça évite de se faire taper dans la rue, quoi. D'accord. Donc bien sûr, évidemment, c'est quelque chose qu'il a dit. Je pense ça qu'importe comment je l'ai perçu, mais c'est pas écrit dans le procès verbal, vu que c'est son opinion, on va dire, sur ça. Et donc dans cette série, je travaille vraiment sur le sentiment de rage et les questions de pouvoir. Et du coup, j'utilise sur pas mal de mes pellicules mon sang. Donc je vais pas me piquer pour avoir du sang, mais en gros, je prends le sang des règles, donc le sang menstruel. Et là, dans cette série-là, effectivement, je vais mettre les pellicules dans le sang avant de shooter. Donc il y a toute une partie du projet là, que j'ai un peu fini, qui est sur la Lune. J'ai pris des photos de la Lune à main levée, j'ai pas de trépied.
de nuit avec ma pellicule ensanglantée. Parce que du coup, j'avais vraiment envie, en gros, c'est que mon corps, je peux pas revivre en fait ce que j'ai vécu, mon corps il peut pas revivre ça. Et moi, en termes d'archives personnelles, j'ai rien, parce que j'ai rien écrit pendant cette période. D'accord. J'ai rien pris en photo, j'ai rien dessiné. Il y a que le dépôt de plainte qui reste. Sinon, j'ai rien. Du coup, je peux pas revivre ça. Mais par contre, je peux faire en sorte que la pellicule elle devienne un peu comme une extension de moi-même et qu'en gros, il y a une partie de moi, d'une certaine façon, qui soit dans la pellicule. Et donc l'idée vraiment que ça passe à travers mon sang, c'était hyper important pour ce projet, parce que du coup, quand je prends les photos de la Lune, je sais que la pellicule, elle a été auparavant mangée en partie par mon sang, quoi. Donc ça, c'était, ça me tenait pas mal à cœur de le faire dans ce sens-là, pour le film Soupe. Et pas le faire après. Donc voilà. Mais du coup, je comprends totalement par rapport à, comme je te disais, par rapport aux souvenirs et la mémoire. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est justement le fait de choisir de souper son film avant. Ça, en fait, c'est mettre en état, quelque part physique, l'objet qui va lui-même enregistrer après d'autres souvenirs, tu vois. Oui. Et c'est pour ça que je rebondissais sur le film Soupe et je comprends d'autant plus pourquoi tu le fais avant pour ce projet. Voilà. Mais, totalement. Je pense que ouais, carrément. Et je savais, bien sûr, je pouvais pas savoir exactement ce que le sang ferait, mais je savais qu'effectivement ça allait détruire en partie la pellicule. Et il y a des images où, étonnamment, il n'y a aucune image où la Lune est vraiment mangée. Elle est toujours là, mais elle est entre les altérations. Il y en a juste une où il y a vraiment une altération et elle est derrière, mais on la voit toujours. Mais sinon, elle est vraiment entre. Et ça, c'est incroyable parce que ça aurait pu très bien tomber dessus à chaque fois. Donc, et pour moi, c'était prendre des photos de la Lune aussi pour que je voulais qu'il y ait un aspect inquiétant, un aspect un petit peu violent sur l'image, mais aussi très atmosphérique, enfin qu'il y ait un peu les trois objets dedans. C'était important pour moi que ce soit présent. Mais oui, sur les questions de traumatisme, etc. C'est ce que j'essayais d'exprimer la semaine dernière, là, quand j'en ai pas mal parlé, c'est que maintenant, moi, je suis dans une position où je suis plus la victime. C'est-à-dire, la victime, c'était en 2015, quoi. Enfin, j'exagère parce que, bien sûr, j'ai été suivie, j'ai fait une thérapie, etc. C'est pas le syndrome de post-traumatique, on s'en sépare pas comme ça. Mais maintenant, je suis une version de moi-même, en tout cas, si on peut dire ça comme ça, qui a survécu. Donc je suis dans la posture de survivant. Et du coup, c'est comment on en parle depuis cette posture, mais sans que les autres personnes perçoivent, parce qu'on peut être vite ramené, en fait, juste à cet événement. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pour ça que j'essaie d'exprimer que cette série, elle parle plus largement et qu'elle n'est pas forcément... Bien sûr qu'elle part de mon vécu, mais elle est un peu plus large sur ces... Et je pense que c'est très important pour moi qu'elle parle de la rage et de la colère. Bien sûr. Et pas du tout de la résilience. En fait, ah oui, d'accord. Je suis pas du tout là-dedans. Je vais pas chercher à... C'est pas une série sur la résilience. C'est pas une série là-dessus. C'est vraiment pas ça. Et ça, pour moi, c'est vachement important de l'exprimer en tout cas. Mais effectivement, en gros, il y a une première partie de la série qui est sur la Lune et un peu sur l'idée de prédation, parce que j'ai repris les feuilles de mon dépôt de plainte et dessus j'ai fait du cyanotype avec une image de Gustave Doré. Donc c'est des gravures qui sont associées aux fables de La Fontaine. Et c'est la gravure Le loup et les brebis. Donc c'est quelque chose qui est très sombre, où on voit juste les yeux des loups, on distingue à peine les oreilles, et qui sont en train d'aller égorger des brebis qui sont au premier plan. Et c'est sur pleine lune, donc il y a la pleine lune dans la gravure. Et la fable, en tout cas, fait sens par rapport à mon sujet. Mais du coup, sur cette partie de la lune, il y a aussi la prédation, et du coup, le loup, la figure du loup, elle est présente dans le dépôt de plainte. Parce que j'ai voulu utiliser cette gravure pour me réapproprier le récit. Sinon, c'est des phrases très, on va dire, sujet, verbe, complément, qui sont assez descriptives, mais qui ne vont pas refléter l'injustice, l'indifférence que j'ai pu vivre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur une image plus forte qui arrive au-dessus du texte. Et ensuite, la figure du loup, je l'ai retrouvée
à Saint-Étienne. En gros, il y a un parc abandonné où il y a un loup, c'est une statue qui est en bronze et qui est toute taguée. Et quand je travaillais... J'ai des images sur Instagram. Oui. Ok. Et quand je travaillais sur ce genre de sujet, ils sont toujours un petit peu en arrière-plan. Et donc il y a un soir, je rentre où je fais mes trucs, je passe par ce parc. Et je vois le loup, mais vraiment qui est comme les images dans les films, quoi. Il est au fond, il y a les arbres, c'est la nuit, il y a un petit peu ce tag qui apparaît, mais de loin ça pourrait faire un peu l'âge. Et donc j'ai décidé de le prendre en photo et vraiment travailler la figure la prédation, etc. Et donc ça c'est un peu une première partie. Et ensuite il y a 2 autres parties. Il y en a une sur les lieux. Donc je vais revenir sur les lieux qui sont associés à mon agression, parce qu'au-delà de l'hôtel de police, il y a d'autres endroits qui ont du moins une histoire avec ce qui m'est arrivé. Et je vais travailler autour de 2 sentiments, donc qui sont le fait d'être en colère, l'injustice, etc. Donc plutôt sur l'idée de tout ce qui peut lier à brûler le négatif, mettre balancer des pétards dessus, tout ce qui est lié un peu à ça, et toujours avant le développement. Et aussi la dissociation, le fait de vraiment se sentir le vide absolu en fait. Et donc ça serait un petit peu l'opposé, donc ça serait un peu congeler la pellicule, aller chercher plutôt quelque chose qui est très froid, très, très absent, du moins très figé. Et l'idée de vraiment peut-être aussi du support qui se va s'enlever parce que dans certains états dissociatifs, on peut déréaliser aussi et du coup plus se sentir habiter son propre corps. Donc peut-être aller chercher aussi des côtés où la pellicule puisse totalement se désolidariser du support. Donc voilà, donc ça c'est une deuxième partie. Après il y a une troisième partie aussi, voilà, sur ce projet qui va être plus long que prévu, mais c'est très bien. Tu veux nous en parler ou c'est secret encore? La troisième partie, elle est un peu sur... ça peut un peu être comme une anecdote, mais en même temps ça l'est pas. Mais en gros, il y a, je sais plus comment exactement, il y a 2 ans, je me suis fait faire un tatouage associé à ce que j'ai vécu. Donc c'est par une artiste qui est à Bruxelles, tatoueuse, et qui fait, en gros, on peut prendre le temps de raconter ce qu'on a vécu, etc. Et par rapport à ce qu'on va lui raconter et un peu ce qu'on a en tête, elle-même, elle travaille les symboles. Donc elle va proposer des symboles, plusieurs souvent, et ensuite on voit ensemble ce qu'on veut, etc. Du coup, je lui avais raconté ça et elle m'a fait un tatouage. Donc, elle travaille au handpoke, donc elle fait à la main, elle n'a pas de machine, elle fait point par point. Et donc, elle m'a proposé un tatouage qui est lié vraiment à la nuit, à la lune et aux constellations. D'accord. Donc, il y a des symboles qui se rapprochent des étoiles, mais aussi l'idée de constellation, etc. Et je me suis fait tatouer du coup son dessin au handpoke chez elle. Et pour moi, ça a été un truc assez fort en fait de faire ce tatouage. C'était ton premier? Non, c'était mon 4e ou 5e. Ok. Mais ça a été très fort parce que, je sais pas, je l'ai un peu pris comme un symbole un peu de protection. Bien sûr, c'est tout dans le symbole, c'est pas dans le... Rien n'est littéral, bien évidemment, mais il y a un peu ce côté où on m'a renvoyé à une sorte de mythologie de la lune, ou du moins de l'agression, etc. À ce truc de, de toute façon, pour pas être agressé, il faut juste pas sortir la nuit. Donc il n'y a pas de problème. Et là, je reboucle avec du coup un symbole qui est totalement lié à la lune, à la nuit, etc. Et pour moi, qui est plutôt quelque chose de protecteur. Donc bien évidemment, je n'ai jamais pris à la lettre ce qu'on m'a dit. Je n'ai jamais considéré que c'était parce que les gens avaient été sous l'influence lunaire et de la chaleur que j'avais vécu cette agression. Mais au contraire, c'est quelque chose qui est systémique en France, les violences homophobes. D'après SOS Homophobie, c'est une agression tous les 2 jours en France ces 3 dernières années. Donc ça fait en gros 183 agressions par an. Donc c'est celles qui sont déclarées à SOS Homophobie. Donc c'est quand les personnes ont fait la démarche de le dire. Plus. Donc il y en a bien plus, tout à fait. Parce que moi, par exemple, personnellement, à l'époque, j'ai pas fait de mail ou j'ai pas appelé SOS Homophobie pour dire. Mais je connaissais, mais c'est juste que je sais pas, quand on peut vivre ce genre de choses, on pense pas forcément à ça. Et bien évidemment, on peut pas non plus se baser sur ce qui a été déposé à la police parce que tout le monde ne porte pas de plainte. Donc même si on pourrait dénombrer les nombres de plaintes contre X pour raison homophobe, c'est pas suffisant pour avoir la totalité, quoi. Mais
Mais ouais, je sais plus ce que je racontais. Mais en gros, ouais, c'était cette dernière partie, elle est un peu. Mais pour moi, c'est pas une question de résilience en fait. C'est plus la boucle est bouclée. Et j'ai été frappée au sol, donc je me suis vraiment retrouvée au sol. J'ai vu les gens passer qui s'arrêtaient pas. C'était là une route principale de Bordeaux. Enfin, c'est même la rue principale de Bordeaux. Donc en gros, même à 3h du matin, il y avait du monde qui passait. On m'a poursuivi dans la rue. Enfin, c'était un groupe de 7 personnes qui m'a tabassée. Donc j'ai vraiment, mon corps, il a vraiment été marqué. Et donc finalement, passer tout ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé, enfin guérir de tout ça, et terminer par me faire tatouer symboliquement une protection de la lune. Je trouvais que c'était puissant et j'ai envie de raconter cette histoire, mais ça, c'est pas forcément la résilience. En tout cas, le symbole est important dans l'histoire. Et c'est toujours un lien avec la lune. Et quand tu dis la boucle est bouclée, il y a la lune qui a son propre cycle aussi. Donc carrément. Ça répond bien à ce que tu viens de dire. Dans cette série, effectivement, il y a 3 cycles. Il y a le cycle mensuel, parce que du coup, j'utilise mon sang pour les pellicules. Le cycle de la lune, évidemment. Et le cycle des agressions. Donc le fait que, moi, effectivement, dans l'année, j'étais la Xème agression. Mais ensuite, il y en a d'autres qui sont après moi. Il y en a eu d'autres avant moi. Donc tout ça, ça se répète en fait. Et les photos de la lune que tu prends, c'est toujours en pleine lune ou c'est justement plusieurs moments de la lune? J'en ai pris, je me suis focalisée sur la pleine lune et ensuite j'ai essayé de prendre tout le cycle, mais je ne l'ai pas exactement en entier. Mais en tout cas, j'ai des phases de gibbeuse croissante, gibbeuse décroissante et quand elle est en quartier. Donc je n'ai pas tout exactement, mais j'ai une bonne partie. Mais oui, je me suis focalisée quand même sur la pleine lune. Enfin, je voulais en tout cas, dans les pellicules, avoir quand même être assurée d'avoir les pleines lunes. Mais j'ai pris avant et aussi un peu après, pour un peu avoir tout le cycle. Parce que ce qui est rigolo, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en retravaillant du coup sur ce qui m'est arrivé, sur cette histoire, sur internet on peut voir si c'était la pleine lune ou pas le jour en question. Ah oui. Donc je suis allée voir, j'ai mis la date, etc., l'heure qu'importe sur la date, l'année. Et en fait c'était une phase gibbeuse croissante. Donc elle n'était pas pleine. Elle n'était pas pleine. Non. Okay. Ça allait être la pleine lune, mais c'était pas la pleine lune. Donc c'est l'anecdote. Et ça, tu l'as vu en faisant ton travail ou tu l'as vu bien avant, après l'agression, juste après l'agression Non, en faisant mon travail, parce que je pense sur le coup, de toute façon, quand il m'a dit ça, ça m'a tellement refroidi. Enfin, je me souviens, c'est quand même, c'était la première fois que je portais plainte. C'est un truc, moi à la base, j'étais vraiment pas sûre d'aller déposer plainte. Je voyais pas à quoi ça servait. Bon, on m'a un peu convaincue. Et au final, je me suis retrouvée. Il n'était pas empathique, c'est pas ça, mais en tout cas, du moins d'être ramené à cette histoire de lune, ça m'a vraiment. J'étais vraiment sidérée là-dessus. Et j'avais essayé de comprendre, j'avais dit, mais pourquoi il me. En gros, j'avais demandé les raisons. Et c'est là où il avait explicité son histoire de chaleur et que les gens se battaient plus, etc. Mais j'avais pas ensuite été chercher les faits, quoi. Moi-même, je me souvenais pas si c'était la pleine lune ou pas et je n'avais pas vérifié ce qu'il m'avait dit. Mais parce que j'avais mis de côté. Hors sujet, en fait, comme réflexion que. Oui, c'est vraiment. Il utilise un truc lié aux croyances pour expliquer quelque chose qui est systémique. Et peut-être qu'il pensait que ça allait me porter du réconfort, une sorte d'explication à pourquoi moi ce jour-là, quoi. Mais en fait, ça aurait été, ok, ça a été moi, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, et peut-être que ça a été quelqu'un d'autre le jour d'après. Oui, bien sûr. Donc, bon. Mais ouais, j'avais pas vérifié ça. Ensuite, j'avais mis ça de côté, et j'avais avancé dans mon parcours, quoi, de post-traumatique. Mais ouais. Donc tu n'es pas originaire de Saint-Étienne? Non. Okay. Non, je suis pas originaire. T'es arrivée en quelle année Je suis arrivée au Covid, 2020. Ok, d'accord. Ah oui, ça fait pas longtemps que non. T'es ici. Okay. Tout à fait. Donc j'ai beaucoup bougé avant. Ok. Avec quel appareil photo tu prends justement tes photos pour tes projets? Ça dépend du projet que je fais. Sur Métamorphique, j'avais fait le choix de prendre un appareil qui date des années 70. Donc c'est un Minolta SR1S, donc il n'y a rien de
il est pas spécialement bon ou mauvais. Mais en tout cas, j'avais pris cet appareil parce qu'il date des années 70 et c'est le moment où les terrils ils ont été abandonnés. Donc un peu avec cette idée de le moment où, en tout cas, l'intérêt de l'être humain pour ces terrils s'est arrêté dans le sens où, enfin l'intérêt, on va dire économique, dans le sens capitalistique du terme. Et du coup, je voulais que l'appareil date de cette époque-là, en fait, du moment où ces reliefs ont été laissés tels quels et ont continué à vivre sans les êtres humains. Et donc ça, c'était pour Métamorphique. Et pour Minuit brûle, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné un Canon EOS, lequel je sais plus, mais un Canon EOS un peu plus récent. Il y a 1500, il y a... Et du coup, j'ai utilisé celui-là, mais j'ai pas d'objectif pour prendre en photo la Lune. Donc, mais comme je suis au club photo, il y a plein de personnes au club qui ont plein d'objectifs. Et donc j'ai pu emprunter un objectif pendant plusieurs mois, pendant 6 mois. Donc un gros objectif là. Et pour faire mes photos de Lune. Et sinon, pour la suite, j'hésite à beaucoup. Je sais pas si je vais prendre le Canon. Je sais pas, j'ai envie de prendre un Minolta qui est dans un carton dans le club que personne n'utilise et qu'on peut emprunter. Mais c'est vrai que j'ai pas d'appareil, en tout cas vraiment fétiche avec qui je me sens vraiment proche. C'est plus juste un moyen d'avoir les images. Et par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le négatif, comment est-ce que je le modifie, etc. Mais ouais, appareil, même n'importe quoi, ça va très bien, quoi. Donc pour rebondir sur le négatif qui a son importance, est-ce que tu utilises des pellicules périmées, des pellicules récentes? Est-ce que tu as une marque en particulier ou est-ce que au contraire tu prends ce qui vient? Non, j'essaie d'avoir du moins dans une série, d'avoir une consistance, d'avoir toujours la même pellicule. Par contre, je prends rien de compliqué ou de cher, enfin, même si la couleur ça a beaucoup augmenté, mais je prends de la Kodak 200 ou 400. Et je travaille en Kodak là-dessus. Après, il faut savoir que si on change de pellicule, si on prend de la Fuji, si on prend d'autres, il n'y aura pas les mêmes altérations, il n'y aura pas la même chose, que c'est pas les mêmes émulsions. Bien sûr. Donc ça crée d'autres aléas, d'autres couleurs. Donc j'essaye, du moins j'aime bien l'idée sur un projet, j'en ai une que j'utilise. Et je peux en utiliser une autre si je cherche quelque chose d'autre en termes de rendu couleur. Mais j'aime bien cette idée d'avoir un truc un peu protocolaire. Donc, mais ouais, c'est Kodak 200, souvent c'est la 200, même pas la 400. Et voilà, je fais tout comme ça. Ça va, t'as pas trop du mal à en trouver Ouais, c'est vrai que dernièrement ça a été un peu la galère. Et après, moi je shoote pas beaucoup. Donc par exemple, sur Minuit brûle, j'ai fait 4 pellicules. Donc je fais pas énormément d'images. On va dire que, en fait, j'essaye du moins de pas trop en faire et j'essaye de trouver les bonnes images. Parce que, en noir et blanc, par exemple, je travaille, j'en fais pas beaucoup du noir et blanc, mais quand j'en fais, je vais essayer de faire des révélateurs à partir de plantes, etc. Donc avoir un impact un peu moindre en termes de chimie. Mais en couleur, je ne sais pas faire et je ne sais pas s'il y en a qui savent faire. Je me suis renseignée, c'est plus compliqué. Hein, exactement. Du coup, j'essaye de diminuer, en tout cas, d'être conscient de ce que je fais avec ma pellicule et d'essayer de ne pas en utiliser 500 pour un projet. J'exagère, hein, mais même 20 pour moi, ça me semble énorme. Je sais que ce n'est pas du tout le cas pour certaines autres personnes ou autres pratiques, mais pour moi, 20, c'est vraiment beaucoup oui, bien sûr. Sur ça. Et aussi, je garde toutes les comment on appelle là, les canettes là, les capsules. Toutes les capsules en métal, je les garde toutes et je les mets dans des bocaux en verre pour me rappeler du coup des ressources utilisées et de tout ce qu'au-delà des ressources, c'est toute une industrie associée et c'est des pellicules qui sont faites, qui traversent le monde plusieurs fois. Et aussi, il y a la gélatine d'origine animale, donc c'est aussi lié à l'industrie et l'exploitation des ressources animales. Au-delà des ressources aussi, des minerais. Donc je peux pas ne pas être conscient de ça en fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est certain. Voilà. Ok. J'avais une question et je l'ai encore oubliée. Oui. Je dis encore parce que la dernière interview, j'arrêtais pas d'oublier mes questions. C'était catastrophique. C'est qui que t'as interviewé? Fanny, CSN.
qui est sur Lyon. Je ne sais pas si tu la connais. C'est possible. Il faut que je vérifie. J'ai pas une bonne mémoire des prénoms. Je voulais te demander si lors de, par exemple, je sais pas quand tu, est-ce qu'il y a d'autres moments hors projet artistique, est-ce que tu prends des photos ou est-ce que pas du tout justement, c'est vraiment focus sur ton travail? Je prends des d'ailleurs je m'étouffe, mais je prends des photos, oui, c'est marrant, mais après je suis aussi un individu de ma génération, c'est-à-dire j'ai un téléphone et je prends des photos avec, ça c'est sûr. Alors je suis pas trop selfie tout ça, mais par exemple dès qu'il y a un truc qui va m'intéresser, j'ai une mémoire visuelle, je vais le prendre en photo, donc au-delà des objets, ça peut être aussi des textures, des couleurs, des ambiances, donc j'ai un peu un répertoire dans mon téléphone qui est rempli d'images inspirantes. Alors des fois ça peut être vraiment des choses, un bout de papier par terre, enfin c'est pas forcément hyper en soi marquant, mais ouais, et ça je dirais que c'est un peu quotidien. Et après en argentique, pendant les vacances, j'essaie de me détacher du coup d'une approche vraiment du moins artistique ou réfléchie un peu trop des fois, et d'être plus libre et de prendre des photos pour le plaisir. Et ça ouais, j'essaie de le faire en noir et blanc du coup. Ok. D'accord. Mais des fois, ce que j'aime bien aussi dessiner sur le temps libre, donc j'aime bien, c'est pas pareil, les temporalités sont pas les mêmes, et j'aime bien faire les deux, peut-être prendre le temps de me poser quelque part, dessiner, prendre quelques photos, et ensuite un peu collecter des souvenirs, mais en tout cas sur le quotidien, c'est vraiment au téléphone, je veux dire, que j'ai tendance à prendre en photo des choses diverses et variées. Et après, pendant les vacances un peu, ouais. Ok. Je voulais te poser des questions sur le club photo. Ça fait un an, plus d'1 an maintenant que je suis sur Saint-Étienne, je suis jamais allée. Oui. Est-ce qu'il tourne en fait? Est-ce que on peut prendre un système d'abonnement ou Oh, c'est une association. Donc faut juste adhérer. Et oui, c'est un club qui a plus de 100 ans, je crois. Je suis au CA maintenant, mais je ne connais pas tout. Okay. Et il y a 40 membres dans le club. D'accord. Chaque année, nous refusons des personnes. C'est vrai? Oui, c'est vrai. En fait, il y a de la demande et du coup, il n'y a pas assez de monde qui part par rapport aux demandes. Ah, donc en fait, je ne peux pas y aller. Si, il faut juste venir à la réunion de rentrée et se manifester tôt. D'accord, ok. Et après, on a un système où tous les mercredis, on se retrouve du coup entre membres du club dans le local. Et soit on fait une sortie photo, soit on fait un atelier ou plusieurs ateliers, parce qu'on est nombreux. Donc l'idée c'est qu'entre pairs, on partage nos compétences, etc. Soit on fait une visite, et soit, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'aimerais bien le développer. Cette année on n'en a fait que 2. Il y a une rencontre avec un ou une photographe professionnelle, mais toutes pratiques confondues. Et donc cette année on a fait que 2, mais j'aimerais bien qu'on en fasse plus. Mais en gros c'est vraiment l'idée d'échanger et de parler des savoirs et de partager du matériel. Et aussi tous les espaces, il y a un espace studio, un espace labo, qui sont réservables en dehors des mercredis. Donc quand on est adhérent, on peut les réserver quand on a besoin en gros. Okay. Donc ça c'est hyper chouette. Et j'imagine que la priorité elle est donnée à ceux qui étaient inscrits l'année d'avant, non? Oui, on a fait un petit doodle là, pour qui voulait se réinscrire. Ouais. Et ensuite, souvent, il y a en gros entre 6 et 10 personnes qui ne vont pas se réinscrire. Et du coup, ça laisse cette place pour les nouveaux. Oui, c'est assez peu. Nouveaux adhérents. Ouais, c'est le renouvellement. Tu me feras signe. Je te dirai sur quoi envoyer ton mail. C'est ça. Pour être invité à la réunion. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout un club figé, enfin, dans le sens où c'est pas sans caricature, hein, mais c'est pas il n'y a pas que des mecs blancs c'est ce que j'allais te demander. 60 ans. Au contraire, il y a vraiment une bonne diversité. La moyenne d'âge, je crois qu'elle est à 40. D'accord. Et il y a des femmes, des hommes. Il y a le plus jeune, il a 27. D'accord. Donc et ça, c'est appréciable. Il y a des gens qui font que du numérique, il y a des gens qui font que de l'argentique. Il y a le mix. Et il y a tout niveau. Donc il y a vraiment des personnes qui, par exemple, ont eu un appareil à Noël et qui savent pas trop l'utiliser et du coup veulent développer ça. Et aussi, tu as des personnes qui sont photographes professionnels, par exemple photos d'architecture, et qui travaillent dans le milieu depuis 10 ans. Enfin,
Donc ça, c'est chouette. D'accord. Ok, ok. Je fais une bonne pub du club photo. Là, t'as bien fait la pub, ouais, carrément. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Est-ce qu'il y a des choses qui... Ouais, est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Ouais, je trouve ce que j'aimerais aborder, c'est un peu cette idée de la photographie expérimentale. Souvent, on peut un peu penser que c'est une photographie liée au hasard, liée au fait de tester des trucs et on va voir les résultats qu'on a. Et qui est aussi très dans l'esthétique. Par exemple, on cherche tel rendu, ou on va faire des doubles expositions parce que esthétiquement c'est intéressant. Et j'entends ces critiques, mais pour moi c'est aussi une façon d'explorer de nouvelles parties du médium photographique. Et justement, c'est intéressant à une époque où il y a énormément de numérique, une époque où là, on n'a jamais eu autant d'images autour de nous, même dans notre vie quotidienne. Et là, bien sûr, il y a l'IA qui crée aussi, qui combine des images, qui en fait en plus, donc on rajoute une couche. Et s'intéresser vraiment à la matière et à qu'est-ce qu'on peut faire avec un négatif et quels effets on peut chercher, essayer de pousser le matériau, l'interaction entre la lumière, le matériau argentique et les éléments, etc. Je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que je pense que c'est une façon de créer de nouvelles images. Et du coup, quand on crée de nouvelles images, on peut aussi créer de nouveaux imaginaires. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de choses qui changent et qui peuvent changer et qui peuvent être difficiles. Et du coup, réussir à se créer de nouveaux imaginaires, de nouveaux possibles, c'est quelque chose qui peut vraiment faire du bien et pas seulement être amené à des images, par exemple en photographie documentaire, qui peuvent des fois être frontales, en numérique, et qui sont nécessaires. On a besoin aussi de ces images-là. Mais peut-être qu'on peut aussi chercher d'autres choses autrement. Ce qui me paraît aussi intéressant dans ce que tu dis, et ça me fait penser à ça aussi, c'est que, outre le travail autour de l'expérimental, il y a aussi le fait que les pratiques archaïques produisent des images, tout simplement, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un budget incroyable pour pouvoir travailler. Oui, complètement. Moi, mon travail autour de Big Brother Lyon, c'est un travail qui s'est fait avec des canettes, des petites boîtes de pellicule, du papier photosensible et voilà. Ouais. Et c'est parti là-dessus. Au début, c'était parti sur des petites boîtes de pellicule que je posais quand on faisait des réunions aux Beaux-Arts. On avait des réunions des fois, et du coup, je les posais 45 minutes, 1h30, et j'avais des images en fonction de la taille de mon trou. Et je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai pas été énormément critiquée, mais j'ai souvent été... Enfin, c'est arrivé que je sois critiquée sur justement cet aspect expérimental. On m'a reproché de faire les trucs n'importe comment. C'était surtout des photographes puristes qui avaient une approche très stricte de la photographie et qui n'arrivaient pas à voir au-delà de cette approche-là. Mais du coup, faut pas se bloquer. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important et les gens qui vont nous écouter et nous voir, il faut vraiment qu'ils le prennent en compte. Ça, c'est qu'il faut pas se focus juste sur une manière de faire et au contraire. Et ton parcours en est un super exemple parce que je pense que la plupart d'entre nous, on a commencé avec un appareil. On n'a pas commencé avec une pratique archaïque. On a vraiment commencé avec un appareil, à prendre des photos. Et du coup, je trouve ça super aussi de voir un autre parcours et un autre commencement. Mais oui. Mais carrément, moi, on m'a déjà... c'était en lecture de portfolio. On m'a déjà sorti sur Métamorphique. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Les mots exacts, je sais plus ce que c'était. Mais en gros, que c'était... vous avez fait des petits jeux, là, vous êtes bien amusés à faire vos photos. Voilà, c'est bien sympa, mais bon, on passe à autre chose. Et en fait, du coup, pour plein de raisons, j'ai répondu et moi, je n'accepte pas ce type de remarques parce qu'au-delà de la condescendance, je pense que, en fait, ces gens qui disent ça, ils ne se rendent pas compte aussi de ce que c'est de faire ce type d'image. Et moi, j'ai aucun problème à partager exactement comment je fais les choses parce que je sais très bien que quelqu'un qui va essayer de refaire ce que je fais
ne va pas réussir à refaire ce que je fais. Parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Bien sûr, il y a, dans le cas du film soupe par exemple, il y a le temps qu'on va laisser la pellicule dans le liquide. Mais il y a aussi, est-ce que le liquide est plus ou moins acide? Est-ce que le liquide est plus ou moins chaud? Est-ce que quel type de micro-organisme il peut y avoir à l'intérieur? Et en fait, tous ces paramètres font que l'image va être différente. Et ça, c'est inhérent à cette pratique. Mouche. Oui. Elle est venue juste là. Et ça, c'est inhérent à ces façons de procéder. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'interaction entre la personne qui va faire ce procédé, la pellicule, parce que si on prend une autre pellicule, on n'a pas la même chose, et après, ce qu'on utilise, la matière, quoi. Et si on change un de ces paramètres, on n'aura pas les mêmes images. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important, quoi. Et aussi, c'est condescendant de penser qu'il faut forcément être hyper sérieux et la photographie peut pas être un terrain de jeu. Moi, je pense que pas du tout le contraire. Je pense qu'au contraire, on peut se faire plaisir et qu'au contraire, aller du côté de ce qui nous intéresse, où on a envie où il y a une part de mystère, mais il y a aussi une part de jeu. On a envie de voir ces images. On n'est pas juste là à se prendre la tête à dire est-ce que j'ai fait la bonne composition, mon bon cadrage? Est-ce que je répète le travail de quelqu'un qui a déjà traité ce sujet? S'affranchir de ça, c'est hyper bien. Et essayer d'aller chercher ailleurs. Parce qu'aussi, on m'a dit, oui, les terrils, ça a été feuille sur fait. Oui, c'est vrai, mais en fait, moi, je suis aussi un être humain sur cette planète et je suis confrontée à des terrils et je suis fascinée par ces reliefs. Et on ne peut pas m'enlever ça. Et c'est pas parce que ça a été feuille sur fait que je vais pas créer des images dessus. Bien sûr. Et c'est dommage de se dire, de se limiter en fait là-dessus, de dire ça a été déjà fait 1000 fois. Qu'importe, en fait, ce qui est important, c'est ton point de vue sur ça. C'est même en recherche scientifique, il y a plein de sujets où les gens répètent les choses, refont des expériences, ou essayent d'avoir un autre point de vue ou d'autres théories sur le même sujet, mais ça reste pertinent en fait. Bien sûr. Ils trouvent d'autres résultats parfois. Ils trouvent d'autres résultats. Voilà. C'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de la recherche scientifique ou même artistique. Là, on peut en parler aussi. Bah ouais, carrément. C'est important de parler de ça aussi, effectivement. Tu as raison. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Ok. Il faudra bien partager cette vidéo, c'est important. Oui, avec plaisir. Il faut partager les vidéos. Bah, écoute, on peut s'arrêter là alors. Je te remercie pour ton temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Posez vos questions en commentaire, commentez aussi pour dire merci, il n'y a aucun problème à Sandre. Je remercie infiniment Sandre pour son accueil. Je vous laisse également partager la vidéo parce que pour moi ça me tient à cœur. C'est un travail en plus qui se base sur des pratiques archaïques, c'est des choses qu'on voit pas tous les jours et qui me paraissent hyper importantes de partager parce que ça donne aussi un autre regard sur la photographie. Et voilà, enfin faites-le quoi. Abonnez-vous également, je sais que vous êtes pas mal à pas être abonné à la chaîne et à regarder régulièrement, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures ou la semaine prochaine, je ne sais pas, ça dépend comment je me serai organisée. Et merci en tout cas, merci à tous et joyeux 5 ans à nous. Voilà, allez ciao.